Dès que tu mettais 10 balles sur une crypto, t'espérais sortir à 30 000. On peut se faire de l'argent très rapidement. Pas facilement, mais on peut se faire de l'argent très rapidement. Les gens qui font beaucoup d'argent, c'est soit des scammers, soit des mecs qui ont vraiment compris comment fonctionnait le système. Mais je me suis toujours fait la réflexion d'un sujet aussi important comme le fait de savoir gérer son argent et savoir faire fructifier l'argent que tu gagnes. Bah, c'est un sujet que si tu payes pas ma formation à 5 000 balles ou si t'as pas un portefeuille de 200 000 euros et que t'es accompagné par un gestionnaire de patrimoine, bah t'auras pas l'opportunité de le faire. Tu te débrouilles. Je suis dans ma brochant, non, je suis très loin d'être best-seller. Mais crois-moi que de zèle attend qu'on viendra à son heure. Ceci dit, j'observe le monde en disant soit très. J'ai prié en grattant des rimes en vain. Quand j'avais 20 ans, je me suis lancé entre deux parties de LoL à vouloir comprendre la crypto. Comme pas mal de personnes de mon âge, en vrai, je cherchais un moyen pour essayer de me faire de l'argent. J'avais une alternance, c'était déjà pas mal, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer pendant mon temps libre de trouver un moyen de faire de l'argent un peu plus facilement et sans dépendre de quelqu'un. J'ai commencé sur Binance et après sur un compte sur Solana, je sais même plus comment ça s'appelle. Après, je me suis fait un compte Twitter uniquement crypto avec une photo de profil à la con, comme tous les gens peuvent avoir sur Twitter en crypto. J'ai rencontré pas mal de personnes et après, j'ai rejoint un groupe Telegram d'un mec qui s'appelle Kildo, dédicace à toi. Et on était une quarantaine dedans. Et ce qui était trop bien, et ça j'ai eu de la chance là-dessus, c'est que sur les 40, t'en avais 35, c'était des mecs, des anciens de la crypto. Quoi. Que des rides, putain, y a tous mes gars. Quand j'ai rejoint le groupe Telegram, c'était vers 2022. Et c'était le moment où il y avait c'était l'affluence des shitcoins. Donc en gros, c'était des mecs qui créaient une crypto qui a aucun sens. Généralement, c'était sur un mème sur Twitter. Le truc, il explose pendant une demi-heure. Tu vises à sortir sur un x1000 et point, quoi. C'était l'abondance de ça au moment où j'ai commencé la crypto. Donc c'était le truc le plus dégène que tu pouvais faire en vrai. Donc j'ai appris à la dure. En fait, c'était une époque de dingue parce que vraiment, c'était le moment où ça commençait. Et moi, je commençais à envoyer des calls et tout. Et les mecs, ils me disaient non, celui-là, il est un peu bizarre et tout. Moi, je comprenais pas. Donc j'ai tout appris grâce à eux. Et c'était trop bien. Je les ai jamais rencontrés, mais j'aurais trop aimé les rencontrer parce qu'on a vraiment parlé de ouf. Et ils m'ont appris tellement de trucs. En vrai, c'était une époque de dingue. Moi, je passais ma vie devant le PC. J'avais le cœur qui faisait comme ça. Dès que tu mettais 10 balles sur une crypto, t'espérais sortir à 30 000. Genre la crypto de base, ça va. Mais la crypto qu'on faisait en mode acheter des shitcoins, essayer de comprendre pourquoi un shitcoin est dangereux et pas l'autre. Genre sans rentrer dans le détail, mais en fait, t'avais certains shitcoins, quand tu l'achetais, tu pouvais plus vendre. C'était des mécanismes en crypto qui faisaient que quand tu mettais 10 balles, si tes 10 balles valaient 100, tu ne pouvais pas les vendre. En fait, c'est le problème de la crypto, c'est que le mec qui créait la crypto a les règles du jeu et il y avait certaines règles qui faisaient que tu pouvais plus les vendre derrière et t'étais comme un con, sauf que en tant que débutant, tu te fais avoir de ouf par ce genre de truc. Moi, j'ai eu de la chance de pas trop me faire avoir parce que j'ai pas mal été accompagné par ces mecs-là. Mais t'avais plein de mécanismes comme ça où par exemple, tu te faisais rug. Le mot à l'époque, c'était, je pense que ça existe toujours. Tu te faisais rug, en gros, t'achetais une crypto qui montait. Et en fait, ils revendaient tout d'un coup. Donc, tu perdais tout ce que t'avais en l'espace d'une seconde. Donc, c'était vraiment se faire rug par le propriétaire du truc. Et ça, c'était très à la mode. Surtout pour les shitcoins, parce que t'as pas forcément de règles autour de ça. Hein. C'était la guerre en vrai. À son heure, ceci dit, j'observe le monde en disant. C'est ce qui a fait la mauvaise image des cryptos, mais l'image qu'on peut avoir de la crypto, elle est vraie. Hein. On peut se faire de l'argent très rapidement. Pas facilement, mais on peut se faire de l'argent très rapidement. Et surtout, c'est un monde de dingue. Ce genre de son me détend, comme la fin. Alors, déjà, la base de la crypto, comme je te disais, genre, je me suis torché toutes les vidéos d'Asher. Elles faisaient 45 minutes, je crois. Il y en avait 6 ou 7. Et j'ai dû les regarder, sincèrement, 3 ou 4 fois chacune. Parce qu'il y avait plein de trucs que je comprenais pas. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai réussi à commencer grâce à ça. Mais en fait, à chaque fois que j'allumais mon ordi et que je voulais faire de la crypto, c'était de l'apprentissage. Ou même, je me souviens, avec un pote, je l'avais lancé dans la crypto, je commençais à comprendre ce qu'était un airdrop. Genre un airdrop, en gros, c'est t'aides un projet émergent qui n'a pas encore lancé de crypto à tester ce qu'il propose avant que ça sorte réellement. Et le fait que tu l'aies testé, il te récompense de ça. Et nous, je m'en souviens, sur Telegram, j'avais farmé un jeu de hamster, ça s'appelait Hamster Combat. Tout le monde en parlait et tout. Moi, j'avais farmé ça comme un porc avec un pote. J'avais eu 35 balles, je crois, nul à chier. Mais ça m'avait permis de comprendre aussi comment fonctionnaient les airdrops. Donc en fait, moi, j'apprenais en permanence. Genre, j'ai passé... je me souviens, à l'époque de mon alternance, c'était le moment où j'avais commencé à arrêter de jouer à LoL, parce qu'avant ça, je jouais tout le temps à LoL. Et donc, de 18h jusqu'à des fois 2h du matin, j'étais devant mon ordi en train de regarder des courbes et tout. Et en fait, t'apprends, parce que même ce qui est marrant, c'était que sur les shitcoins, au bout d'un moment, sans même aller dans les outils qui te permettent d'analyser la crypto, tu savais si c'était un scam ou pas. Rien qu'à la gueule de la courbe. En fait, j'avais commencé à comprendre, et c'est pour ça que je comprenais les mecs au tout départ qui me disaient non, laisse tomber, ça c'est de la merde. Parce que rien qu'à la gueule de la courbe, mais les courbes duraient 5 minutes, hein. C'était des courbes sur 5 minutes, tu pouvais comprendre si c'était
un scam ou pas en fait. Et j'avais commencé à comprendre ce truc-là et c'était super satisfaisant parce que t'allais de page en page et t'étais là en mode non, laisse tomber, ça c'est un scam et tout. Et tu comprenais direct. Et donc moi j'investissais, je laissais un peu et en vrai je commençais à gagner pas mal. Même si je mettais des 10-20 balles, mais des 10-20 balles où tu te fais un x3, au bout de 5 minutes tu ressors, t'enchaînes sur une autre crypto et tout, bah ça va vite tu vois au bout d'un moment. Maintenant l'onctuosité se fait. Ah ouais, franchement, j'ai passé du temps solo devant mon ordi. Hein. Et heureusement, il y avait les mecs sur Telegram, mais bah, il y a beaucoup de temps où vraiment juste tu cherches en fait. T'es comme un con devant ton ordi, tu cherches et t'essaies de trouver des solutions. Tous les jours, il y a un nouveau truc qui sort et en fait, t'as toujours l'impression d'être dépassé. Genre, donc si t'es pas tous les jours sur Twitter en train de parler à des mecs, etc., bah, tu peux être très très vite être dépassé. Donc en vrai, ouais, c'est énormément de temps. C'était un taf, en fait, c'était presque un taf à côté, tu vois. Franchement, la crypto, c'est un truc où c'est chaud. Et en vrai, comme je te dis, il y a de l'argent, beaucoup d'argent à se faire rapidement, mais pas du tout facilement. Genre, l'image de on peut se faire de l'argent facilement en crypto, c'est pas vrai. Tu peux te faire de l'argent facilement en ayant un coup de chance, mais si c'est un coup de chance, tu peux être sûr que tu vas le reperdre après. Parce que tu vas péter un câble. Enfin, toutes les personnes que j'ai connues qui ont fait beaucoup d'argent en crypto rapidement, c'est des personnes qui ont perdu de l'argent après derrière parce qu'ils sont crus comme des cadors, ils ont tout perdu derrière. Mais il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à comprendre. Et puis surtout, le truc le plus important et que moi, j'avais pas mis en place à ce moment-là, c'est la sécurité aussi derrière. Et donc moi, j'avais tout mon argent sur des cold wallets, ça veut dire sur un navigateur Google, et j'avais pas du tout de clés ou des trucs comme ça. Donc c'était pas du tout sécurisé. En fait, le truc qu'on comprend pas, surtout moi qui étais débutant, c'est la sécurité en crypto, c'est ultra important. T'as toujours envie de te faire plus d'argent, mais ouais, voilà, tu deviens vite gourmand et moi c'est ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que j'ai tout perdu. Et bah c'est voilà, le moment où tu commences à te faire de l'argent, bah c'est le moment où tu pars en couille, évidemment. J'ai fait un move qu'il fallait pas, en fait, c'était sur un site qui était pas forcément recommandé. J'ai envoyé mon wallet dessus sans rentrer dans le détail, mais en gros je me suis fait pirater tout mon ordi parce que j'ai téléchargé un fichier qu'il fallait pas. Et genre vraiment, en plus je me souviens, c'était quand j'étais au taf. Entre deux réunions, en fait, j'avais toujours mon téléphone à côté de moi. Et entre deux réunions, je regarde mon wallet et là, je vois 0. Je fais, oh là, ça doit être un bug de co ou quoi. Je sors, je regarde, toujours 0, je regarde les transactions. Tout l'argent que j'avais, ça a été sur un autre wallet et bah, évidemment, je ne l'ai jamais revu parce qu'il n'y a pas de recours sur ce genre de truc. Au départ, je n'avais pas compris et au bout de 2-3 jours, j'ai compris que je m'étais fait pirater mon ordi. Donc cet ordi-là, il a fini à la poubelle et je me suis dit, bon, en vrai, ça me prend quand même beaucoup d'énergie. Certes, en 2-3 mois, j'avais réussi à faire pas mal d'argent, mais par rapport à l'énergie mentale que ça me prenait, je me suis dit, allez, stop, j'arrête. Par contre, ce que je retiens du truc, c'est que j'ai rencontré des personnes trop d'art. Bon, aujourd'hui, j'ai plus aucun contact avec ces personnes-là, mais j'ai rencontré des personnes trop d'art et surtout, j'ai appris énormément de choses. Genre comment fonctionnait l'argent. C'est le genre de choses qu'on t'apprend jamais en plus. Rien que comment fonctionne l'argent et le fait que aussi, oui, c'est possible de faire beaucoup d'argent rapidement, facilement non. Les gens qui font beaucoup d'argent, c'est soit des scammers, soit des mecs qui ont vraiment compris comment fonctionnait le système. Mais ça m'a permis de comprendre pas mal de choses que j'avais jamais apprises. Et donc après ce truc-là, en fait, moi j'avais pas mal d'argent de côté placé sur une assurance vie. Et je me suis dit, une assurance vie, ça sert à rien, je gagne rien, je perds même de l'argent par rapport à l'inflation. Donc je me suis dit, maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai pris toute mon assurance vie, j'ai appelé mon banquier. Évidemment, comme à chaque fois avec les banques, c'était au bout de 3-4 appels, je devais aller signer des papiers, des décharges et tout. Bref, ça a pris 6 mois pour que j'ai réussi à enlever tout ce que j'avais sur mon assurance vie. Et j'ai tout foutu en bourse du jour au lendemain. Alors, je le recommanderais pas non plus parce que c'est pareil, hein, ça a été... ça, pour le cœur, c'est pas forcément bon. On dit généralement que c'est une bonne stratégie, c'est mieux que le DCA de tout foutre d'un coup. Genre, ça a été prouvé par des études que t'as plus de chances de gagner de l'argent en mettant tout d'un coup plutôt qu'en DCA. Mais c'est pas forcément bon pour le cœur. Parce que moi qui n'avais jamais investi en bourse, où j'ai pris absolument tout mon argent de côté, et en l'espace d'une heure, j'ai tout placé d'un coup, et surtout que moi j'avais fait des erreurs à la con parce que je me pensais diversifié, parce que j'avais acheté 3 ETF différents. C'est genre ETF Nasdaq, ETF S&P 500, ETF MSCI World. Et en fait, tu te rends compte que les 3, 80% c'est les mêmes entreprises. Donc quand il y en a un qui baisse, les 3 baissent pareil. Quand il y en a un qui monte, les 3 montent pareil. Donc en fait, je n'étais pas du tout diversifié. Donc c'était quand même un truc à la con. En plus, en sachant que au moment où j'ai commencé à investir mon argent, je sais plus ce que c'était. Pas sûr que c'était les trucs des douanes. Si, c'était sûrement les trucs des douanes de Trump. En fait, c'était Trump qui faisait chier avec ces douanes là à ce moment-là. Et donc j'ai investi une semaine avant tout mon argent. Autant te dire que j'ai perdu 30% d'un coup. Donc quand tu perds 30% de tout ton argent que tu as de côté, parce que vraiment c'était tout mon argent de côté. Genre moi j'avais même pas de matelas de survie. Genre j'avais peut-être 1500 € sur mon compte en banque. Et tout mon argent placé de côté. Et donc j'ai perdu 30%. Je veux dire que mon compte en banque, le compte Trade Republic, je le regardais toutes les 5 minutes, ce qu'il ne faut surtout pas faire évidemment. Parce que quand tu places de l'argent, l'objectif c'est surtout de ne pas le regarder et le laisser pousser tout seul. Donc c'était pas forcément une bonne idée, mais en même temps ça m'a aussi permis d'apprendre à être patient.
Parce que, en fait, sur ce genre de truc, il suffit juste de rien faire. En vrai, la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. Et c'était la bonne solution parce qu'au bout d'un moment, ça a fini par remonter. Mais ça m'a permis d'apprendre aussi. Et en vrai, aujourd'hui, du coup, quand ça baisse beaucoup, tu vois, là, par exemple, avec la guerre en Iran, ça a beaucoup baissé. Presque je m'en fous, entre guillemets, tu vois. Parce que, en fait, tu as tellement appris au bout d'un moment que tu commences à comprendre comment ça fonctionnait. Et je sais très bien qu'il suffit juste d'être patient et que ça finira par remonter, quoi. Alors la bourse, en vrai, vu que la crypto, tu vois, c'est un peu exagéré, mais pour donner une image, tu as le niveau bourse qui est là, tu as le niveau crypto qui est là, en fait. Et tout ce que j'ai appris en crypto, je pouvais le réutiliser, ce que j'avais appris en bourse. En bourse, j'ai dû passer 2 heures à essayer de comprendre quel était le meilleur courtier sur lequel investir, et point. Parce que je comprenais tous les mécanismes, tu vois. Après, c'était aussi rechercher les bonnes opportunités, genre les meilleurs ETF sur lesquels investir avec le moins de frais et tout. Ça m'a pas pris très 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 longtemps. Et donc tout ce que j'avais appris en crypto, ça m'a permis d'investir en bourse super rapidement dessus. En fait, la Dodge, c'était un mélange de pas mal de choses. Déjà, moi, j'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat parce que je suis fils d'entrepreneur. Enfin, mon père a toujours eu une société depuis que je suis tout petit. Je l'ai toujours suivi dans ça. J'ai toujours eu l'image de ça. Donc moi, j'ai forcément toujours été naturellement attiré par ça. Après, quand je suis arrivé en école de commerce, c'est un peu le cliché de l'école de commerce, mais il y avait la moitié de la classe qui se disait vouloir être entrepreneur. Et je me suis vite posé la question de est-ce que c'est pas une tendance que je me suis donnée aussi sur les réseaux parce que c'est stylé, etc. Ou est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Je me suis un petit peu posé la question. Au bout d'un moment, je me suis lancé. Je me suis dit, bon, on verra bien. Mais ouais, la base de ça, c'est que j'ai toujours eu l'image de avoir sa propre entreprise, vu que j'ai toujours suivi mon père là-dedans. Au moment où j'ai commencé à investir en bourse, c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis fait la réflexion de c'est quand même dingue qu'on peut gagner, que ça soit rien que comme argent, mais aussi comme satisfaction, comme gain sur ta vie de manière générale, tout ce qu'on peut gagner, tout ce que ça peut apporter, et que ça soit un sujet si peu connu. Je sais que moi, dans tout mon entourage, j'ai absolument jamais personne qui m'avait jamais parlé de la bourse. La crypto, je peux comprendre. La crypto, c'est quand même un sujet un peu plus particulier, un peu plus touchy. C'est pas accessible à tout le monde. Si t'as pas 20 ans, tu as 35 ans, je vois jamais mon père faire de la crypto, et ça, je peux comprendre. Par contre, de la bourse, c'est accessible à tout le monde. C'est un truc où ça te prend quasiment pas de temps une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, et c'est pas si compliqué à comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, je me suis dit, c'est quand même dingue tout ce que ça peut apporter et que ça soit un sujet que personne n'en parle. Ou sinon, étant donné que moi j'étais dans ce système-là de je voyais le monde de la crypto, je voyais le monde de la bourse, c'était en fait, moi je me suis vite rendu compte que c'était un vrai business. C'était on essaye de te faire comprendre à peu près de loin. Tu vois les mecs sur Insta, ils te font comprendre à peu près de loin. Ouais, la bourse c'est important, je vais t'apprendre comment ça fonctionne. Ils te donnent un petit truc et puis après ils te disent bon bah tiens, si tu veux le reste du sachet, bah tu vas payer ma formation. Et en fait, je trouvais ça ultra malsain dans le sens où c'est un sujet ultra important, comme peut l'être par exemple le sport. Je me suis dit mais attends, le sport c'est quand même ta santé, c'est un truc important. Imagine, on te dit toujours bah si tu as envie de faire attention à ta santé, tu dois payer ma formation 5000 balles, sinon tu auras une santé de merde. Et bah le principe de la bourse, c'est exactement la même chose. Où c'est ta vie, en vrai, aujourd'hui, la vie est dirigée par ta capacité à avoir de l'argent, à attirer de l'argent. La bourse peut t'aider à ce genre de choses. Je me suis toujours fait la réflexion d'un sujet aussi important comme le fait de savoir gérer son argent et savoir faire fructifier l'argent que tu gagnes. Bah, c'est un sujet que si tu ne payes pas ma formation à 5000 balles ou si tu n'as pas un portefeuille de 200 000 euros et que tu es accompagné par un gestionnaire de patrimoine, bah, tu n'auras pas l'opportunité de le faire. Tu te débrouilles. Et oui, il y avait pas mal d'idées. Il y avait pas mal, par exemple, à ce moment-là, il y avait une émergence de podcasts sur YouTube où des mecs échangeaient des sujets de la bourse, etc. Mais quand tu n'as pas envie de te taper un podcast de 2 heures, de deux mecs qui parlent, il y a 10 minutes qui te sont intéressantes pour essayer de comprendre un sujet et point. Et en fait, je me suis toujours dit, mais c'est quand même fou qu'un sujet, il soit pas accessible si tu n'as pas d'argent, ou tu dois passer des heures et des heures à essayer de trier toutes les informations qu'on te donne, et va trier les informations qu'on te donne sur un sujet que tu connais pas. C'est pas possible. Donc forcément, à un moment, tu seras amené à faire des erreurs. Moi, en vrai, j'ai eu de la chance en bourse, j'en ai quasiment pas fait, parce que j'avais toute l'expérience que j'avais en crypto. Mais une personne qui débute, si elle n'a pas envie de foutre 5000 euros dans une formation, je pense que tu seras amené à faire des erreurs parce que tu peux pas trier toutes les informations qu'on te donne. Sur Insta, sur Twitter, sur YouTube, etc. C'est ça, c'est que en fait ça partait dans tous les sens. C'est à un moment tu trouves une info sur YouTube, à un moment tu trouves une info sur Twitter, et puis tu vas parler à un collègue, et puis le collègue il va te dire une info diverse parce que le mec il a 60 ans, il a commencé à regarder ça sur des bouquins, il a des idées bien arrêtées sur le sujet. Et t'es là en mode, moi vraiment, j'étais là en mode bon je comprends et j'arrive à faire le tri.
mais je me mettais à la place d'une personne qui n'arrive pas à faire le tri comme moi j'ai commencé quand j'étais en crypto. Et donc en fait, je me suis dit, il y a quand même un truc à aller chercher. Et en plus, ça pourrait permettre de regrouper le fait que moi j'ai toujours voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. J'adore le sujet qui est la finance parce que franchement, moi, mon aventure en crypto, j'ai trop aimé. La bourse, je sais que c'est un truc maintenant qui va me suivre à vie. Et puis, ça permettait de regrouper les deux et de me lancer dans une expérience où je me suis dit, go. En vrai, aujourd'hui, la bourse, ça me prend 0 temps. La crypto, j'ai arrêté. C'était le moment où je jouais moins aux jeux vidéo. Je me suis dit, vas-y, go se lancer là-dedans, on verra ce que ça va donner. Des klaxons et des voitures qui freinent. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour la bourse, enfin pour le sujet Dodge, j'ai commencé comme quand j'ai commencé en crypto. J'ai envoyé des messages sur Twitter En fait, je commençais à suivre des grosses têtes de la bourse à ce moment-là, c'est-à-dire Nicolas Chéron qui est très connu sur Twitter, des Mathias Bacchino, etc. En fait, tous les mecs un peu connus sur le sujet, j'avais aussi envoyé un message à Asher. Tous les mecs les plus connus sur le sujet bourse, crypto, je leur avais tous envoyé un DM. J'ai eu de la chance, il y a une personne qui m'a répondu, c'était Nicolas. Il m'a donné son mail, je lui ai envoyé, il me dit vas-y, écoute, ça m'intéresse, pourquoi pas. Envoie-moi ton idée par mail. Donc je lui ai fait un gros pavé par mail que je lui ai envoyé. Franchement, sincèrement, je m'attendais pas du tout à avoir une réponse. C'est un mec qui a 170 000 abonnés sur Insta, je pense qu'il a autre chose à foutre que de parler avec un mec de 23 ans qui connaît rien. Et il m'a répondu, il m'a dit écoute, ton idée m'intéresse, pourquoi pas. On se fait un call. On s'était organisé un call en fin de journée et puis tu m'en parles. Avant d'appeler Nicolas, j'avais pas forcément d'idée. En plus, je suis arrivé sans idée. J'y repense maintenant. J'étais arrivé avec rien. Juste, je lui ai dit, je pense qu'il y a un truc à faire. Je sais pas comment, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Et c'est vrai que c'est un peu con quand j'y pense maintenant, mais je lui avais juste présenté de ma vision ce qui n'allait pas et comment réussir à le corriger. Donc juste ce qui n'allait pas, c'est-à-dire ressources qui va dans tous les sens, accessible uniquement à des personnes qui ont soit 200 000 euros de patrimoine, soit des mecs qui sont capables de mettre 5 000 euros. C'est con, je pense qu'il y a un truc à faire. En gros, mon mail, ça voulait dire ça. Il m'a dit ouais, je suis d'accord avec toi, on s'appelle. On avait pris 1 heure de rendez-vous à peu près. L'appel a duré, je pense, 2h30 avec lui. Super intéressant. Bon, évidemment, avant l'appel, moi, j'étais ultra stressé. Parce que je me suis dit, le mec, c'est peut-être le gars le plus connu en bourse. J'étais vraiment ultra stressé. Super sympa, super agréable, ultra accessible. Une conversation super sympa. Et je suis ressorti de là où on avait une idée un peu plus claire de ce qu'il faudrait faire. Parce qu'en fait, lui, évidemment, vu qu'il était dans le sujet, il avait déjà certaines idées par rapport à ça parce qu'il avait fait le même constat que moi. Donc en fait, je suis sorti de ce call-là où j'avais une idée un peu plus claire de ce que je voulais faire et c'est plus Nicolas qui m'a apporté l'idée parce que lui, étant donné qu'il était dans le sujet depuis 25-30 ans, il a fait le même constat que moi, c'est-à-dire oui, il y a un problème. Moi, je pense que amener cette idée-là, ça pourrait être sympa. Voilà comment est-ce que je le ferais. Et donc, je suis sorti du call avec une idée un peu plus précise de ce que je devrais faire. Et puis surtout, ça m'a permis de rencontrer Nicolas à ce moment-là. Maintenant, l'onctuosité se fait. Ça, c'était, je pense, il y a 2 ans. Je pense que c'était il y a 2 ans. Ouais, je pense qu'il y a 2 ans. Attends, je pourrais regarder sur mon mail en vite fait. Moi, les premiers échanges que j'avais avec Nicolas, c'était le 12 juillet 2024. Et là, on est le 16 avril 2025. Donc, ça fait un peu moins de 2 ans. C'est le premier mail que je lui ai envoyé, c'était le 12 juillet 2024. J'ai prié en grattant des rimes en vain. Alors, la première idée, je me souviens comment il me l'avait apporté. En plus, il m'avait dit là, en ce moment, avec l'IA, je vois des trucs passer, des petits avatars IA qui parlent et tout. Je verrais bien un truc où tu as une application, tu choisis ton avatar IA et c'est des vidéos que tu suis, etc. Je dis vas-y, ok, on part sur ça. Donc moi, évidemment, j'y connaissais absolument rien en IA, j'y connaissais absolument rien en mise en place d'avatar IA, etc. Donc je suis parti d'une feuille blanche. Il m'a dit écoute, essaye de creuser ce sujet-là et puis on se rappelle dans 1 mois. Donc j'ai commencé à faire mon petit bonhomme de chemin, j'ai allumé mon ordi comme je faisais en crypto, puis j'ai commencé de zéro. J'ai commencé à essayer de comprendre déjà comment fonctionnait l'IA parce que c'était vraiment, là le 12 juillet 2024, c'était les débuts de l'IA. Je pense que ChatGPT c'était sorti il y a 6 mois avant, c'était vraiment les débuts. Moi j'avoue, je m'étais jamais trop intéressé encore et donc c'est au moment où là ça commençait à vraiment émerger. Donc j'ai commencé d'une feuille blanche, j'ai commencé déjà à chercher les sites qui faisaient des avatars IA, essayer déjà de chercher les meilleurs sites, etc. Et après, j'avais trouvé comme solution qui était Synthesia, ça s'appelait. C'était en gros le meilleur site pour faire des avatars IA à ce moment-là. Le problème de Synthesia, c'était déjà la qualité était vraiment pas dingue. Genre, tu voyais très rapidement que c'était une IA, même si c'était la meilleure, ça restait les débuts et tu voyais vraiment que c'était une IA. C'est pas comme aujourd'hui où tu peux te filmer, ça te met un filtre par-dessus toi et te faire la différence, c'est quand même très compliqué. Sont et des voitures qui freinent. Alors là, ce que j'avais fait, c'est au départ, j'avais tourné les premières vidéos avec Synthesia pour faire des tests, parce que Nicolas m'avait dit vas-y, fais des tests et on en reparle ensemble. J'avais tourné une vidéo sur les règles du basket, c'était histoire de tester. Donc j'avais tourné une petite vidéo sur les règles du basket, je lui avais envoyé. Même lui, il était là en mode bon, ok, mais c'est pas dingue, je pense qu'on pourrait essayer de faire mieux. Donc j'avais commencé à moi regarder pour faire du montage, parce que je me suis dit je pourrais les reprendre, essayer de faire du montage et peut-être avec un truc un peu plus dynamique, un peu mieux monté, devrait passer, etc.
essayer de gratter le truc. J'avais essayé de gratter, j'avais réussi à l'exporter, mais je m'étais dit, attends, juste pour une vidéo, c'est super compliqué, le moindre petit mot, il te la refuse. Si je dois faire ça pour toutes les vidéos, ça va être trop chiant. Et je me suis dit, c'est pas la bonne solution. En vrai, c'est pas la bonne solution. Il va falloir commencer à trouver autre chose. Mais à ce moment-là, j'avais pas forcément d'autres idées. Tu vois. En fait, j'avais rencontré une personne quand on avait parlé un peu du projet. Elle m'a dit, bah attends, j'ai un contact à la BPI si tu veux lui présenter le projet. Le mec avait été super sympa avec moi. Franchement, vraiment, on avait eu une discussion de ouf. Mais il avait été super franc. Il m'avait dit, en gros, si tu veux qu'on te prête 30 000 €, bah, il faut que tu apportes 30 000 €. Et je l'ai regardé, je dis, ouais, mais si j'apporte 30 000 €, j'aurais plus besoin que vous me donniez 30 000 € parce que j'aurais déjà 30 000 € des 30 000 € que j'ai besoin.